Bienvenue à cette session sur le legacy au TDD. Je suis Johan Martinson, je suis développeur ou coach développeur, c'est-à-dire que je passe beaucoup de temps à aider des équipes à maîtriser le développement avec des tests. Pour commencer, combien d'entre vous pensent que c'est bien de faire du TDD? Alors, très souvent, il y a beaucoup de monde qui pense que ça c'est vraiment bien pour les projets. Par contre, en réalité, il y en a beaucoup moins qui en font. Alors, je trouve ça drôle. Ou pas assez drôle. Mais si c'est comme ça, s'il y a cette différence, c'est qu'il y a une vraie explication derrière. Et c'est qu'en adressant la vraie raison qu'on pourra avoir un impact sur la situation. Donc, pourquoi cette différence? Peut-être qu'il faut être bon développeur pour faire du TDD. Ouais, je dirais non. J'ai vu pas mal de gens sortir d'école et maîtriser le TDD après quelques mois. Donc, c'est pas ça. Par contre, il est vrai qu'on devient meilleur développeur en faisant du TDD. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on est sujet à plus de contraintes. Faut qu'on fasse du code pour le prod, mais il faut aussi faire du code qui est suffisamment facile à tester pour le tester. Et que tout ça évolue en harmonie. Ce qui veut dire qu'on a un challenge plus gros à relever, et donc du coup nos compétences évoluent plus vite. Alors, si c'est pas ça, peut-être qu'il faut du bon code pour faire du TDD. Peut-être qu'il faut attendre d'être sur un projet où le code est adapté. Parce que franchement, ce n'est pas facile dans mon application Legacy. Et encore là, on peut, mais je pense que ce n'est pas une bonne idée, car on risque d'attendre très longtemps, voire toute sa vie. Ou en tout cas, la fin de sa carrière en tant que développeur. Pourquoi? Parce que le seul moment où le code est suffisamment propre et sans test, c'est en tout début de projet. Et c'est à ce moment-là que le code est aussi trop simple pour que le TDD se justifierait. Donc je pense qu'il y a très peu de chances que les gens vont nous préparer le chemin pour qu'on ait juste le bon code servi sur un plateau qui à la fois est suffisamment simple et où le TDD se justifie alors qu'il n'y est pas encore. Non, je pense que ça c'est pas une bonne approche. Par contre, on peut peut-être y aller de nos propres mains. Quelque part, on se retrouve dans un cercle vicieux. Puisque le code n'est pas facile à tester, alors il est naturel de coder sans test. Et si on code sans test, on ne peut pas se permettre de refactorer. On ne peut pas se permettre d'améliorer le code. On risquerait trop de livrer des bugs en production. Puisqu'on ne refactore pas, c'est encore moins facile à tester. Et donc on est encore moins enclin à coder avec des tests. Donc ce cercle s'alimente et le projet est vite en mauvais état. Alors qu'est-ce qu'il faut? Est-ce qu'il faut du temps? Peut-être. Il faut avoir suffisamment de temps dans les stories pour le faire en TDD. Peut-être que c'est quoi? C'est 50%? C'est 100% de temps de plus? Ça serait probablement utile, j'en sais rien. Mais en fait, il y a oui et non. Oui, il est sûr qu'il faut consacrer du temps à l'entraînement ou s'entraîner sur le code de tous les jours. Mais sans entraînement, on ne sera jamais efficace en TDD, et surtout dans du legacy, donc il est clair qu'il faut du temps d'entraînement. Par contre, croire qu'il faudra du temps supplémentaire pour les stories après, c'est pas tout à fait juste. En fait, ce serait un peu dommage parce qu'on ne chercherait pas la première amélioration qui vient avec le TDD, c'est-à-dire qu'on élimine la quasi-totalité des retours sur les devs qu'on fait. Normalement, si on fait les choses correctement, il y aura beaucoup moins, voire souvent pas du tout, de retours de la part des testeurs une fois qu'on livre, car
tout a été bien spécifié avec des exemples au début. Et donc du coup, on a déjà implémenté les tests automatiques pour tout ce que les testeurs vont tester, pratiquement. Le fait de réfléchir en exemple fait qu'on n'a plus de mauvaise compréhension avec le PO. Et puis bien évidemment, on a des tests de non-régression et des tests pour les nouvelles fonctionnalités. Donc, ils se comportent exactement comme prévu et on n'a pas de régression. Ça semble peut-être trop beau pour être vrai, mais en réalité, c'est vraiment ce qu'on cherche et c'est assez atteignable assez rapidement, même si on ne va pas vite la première story où on fait ça. Bon, bref, la chose à en retenir ici, c'est qu'on cherche à gagner de temps en diminuant le nombre de retours dans chaque story. Mais ok, on a appris à faire du TDD, mais on a une grosse application et il y a tout simplement trop de code, on n'aura jamais le temps de tout nettoyer. Alors, mauvaise nouvelle, mais il y a une bonne nouvelle. C'est que les projets, on n'a pas besoin de corriger tout le code. Tous les projets respectent cette distribution statistique. C'est ce qu'on voit ici, c'est le nombre de fois où on a changé un fichier et le nombre de fichiers qui sont concernés par ce nombre de changements. Donc, ce qui est intéressant, c'est que si on zoome un tout petit peu ici, à gauche là, on voit que il y a un nombre qui se compte sur la main de fichiers qui sont touchés 2 fois plus souvent que tous les autres fichiers dans tout le projet. Et même quand on va à l'intérieur d'un fichier, on se rendra compte qu'il y a un nombre très faible de fonctions qui sont touchées 2 fois plus souvent que toutes les autres fonctions de la classe. Donc, des petites améliorations à ces endroits-là, hautement, avec une haute fréquence de changement, donneraient un ROI sur l'amélioration beaucoup plus fort. C'est pour cette raison-là que tous les gens qui ont lancé une amélioration dans une application legacy se rendent compte qu'au bout de rien que quelques mois, ils se retrouvent à travailler beaucoup dans du code en bon état. Parce que tout simplement, on améliore les endroits où on passe le plus souvent, et les endroits où on passe le plus souvent, c'est probable qu'on repasse dedans. Donc, et tout ça pour une fraction de l'effort. C'est pour ça que il y a une approche pour le TDD dans le legacy. Et il faut dire que je n'ai pas toujours été... mes efforts n'ont pas été toujours couronnés de succès à faire du TDD dans du legacy. Mais avec le temps, j'ai trouvé un moyen de le faire qui marche à peu près à tous les coups. Je résume ça en 3 P. Donc protéger, préparer et produire. Ça, pour toutes les stories. Je commence par protéger, puis je prépare et je produis. Et pour vous donner un peu plus de compréhension de qu'est-ce qui se cache derrière, protéger, c'est évident. C'est protéger l'actuel avec des tests de non-régression. Donc là, j'ai écrit des tests pour vérifier que ça fonctionne toujours de la façon dont ça fonctionne aujourd'hui. Avec du code legacy, souvent ces tests-là se retrouvent à un niveau assez haut, parfois même à l'interface publique de l'application. Il s'agit d'écrire des tests qui sont juste au-dessus, ou au moins au-dessus, de tout le code qu'on veut modifier. Une fois que j'ai ça, je peux préparer. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire de refactorer à fond pour préparer la fonctionnalité. Le code actuel n'a pas été conçu pour la nouvelle fonctionnalité. Et donc du coup, il ne s'insérera pas forcément de façon élégante. Donc je prépare le code pour que ce soit comme s'il avait été conçu dès le départ pour cette nouvelle fonctionnalité. Je prépare le code pour que ce soit facile à tester. Je règle le problème dont je souffrais dans la première phase, qui est que je peux écrire des tests qui ont un sens et un sens métier que tout en haut de l'application. Là, je concentre des concepts métiers à un seul endroit, localement, je parle à l'échelle de la story, à un seul endroit pour que du coup mes tests soient efficaces sur ça. Et que je n'ai pas besoin de tester la même chose partout.
Ça veut dire que je peux souvent écrire des tests unitaires, parfois encore plus orientés fonctionnels que mes tests haut niveau dès le début. Ensuite, j'améliore la maintenance des tests. En réalité, beaucoup des tests que j'ai écrits dans la phase 1, je les descends à un niveau unitaire maintenant que cela a un sens. Et une fois que j'ai fait tout ça, c'est quand même un temps non négligeable, je peux produire de nouvelles fonctionnalités. Et là, il y a souvent assez peu de choses à faire parce que tout le travail préparatoire a permis de rendre ça très facile, assez rapide. Je peux le faire efficacement en TDD car à ce moment-là, il n'y a aucune différence entre une application qui a été conçue avec du TDD dès le début et l'application dans laquelle je travaille. J'ai réglé la différence dans la phase 2 préparée. Donc quelque part dans le legacy, je design pour rendre possible le TDD. Kent Beck je ne sais pas s'il l'a créé, mais il en a parlé de refactoring préparatoire. Et il le dit très bien. Plutôt que de juste faire le fonctionnement et éventuellement refactorer après, c'est souvent plus intéressant de rendre le changement facile, puis après la faire. Le code se retrouve dans un très bon état après ça. Et c'est pour construire par-dessus cette approche-là qu'on fait ça. Donc on a vu qu'on avait un cercle vicieux duquel on ne se sortait pas. Et maintenant, on voit qu'on peut le transformer en un cercle vertueux où, puisque on écrit des tests, il devient possible de refactorer. On se donne les moyens de refactorer et on se donne le moyen d'avoir du code propre. Donc, il devient plus facile à tester, voire même très facile à tester. Donc, du coup, on a beaucoup moins le frein à écrire des tests. C'est souvent à cause du design de notre code qu'on n'écrit pas des tests. Pas parce que ça ne vaut pas le coup en soi d'écrire les tests. Et avec les tests, on refactore. Donc, on est rentré dans ce cercle vertueux et on se donne les moyens d'avoir du code qui est propre sur notre projet. Cette approche est on dirait difficile pour commencer parce que on ne commence pas la fonctionnalité avant presque la fin de la story. Pour cette raison-là, il est important de s'entraîner avec ça pour que cela devienne naturel. Il y a quelques exercices de refactoring pour le faire. Moi, je trouvais qu'il manquait clairement un exercice où ça ressemblait vraiment à la vraie vie. À la vraie vie avec, par exemple, des REST services, des frameworks, une base de données avec du code SQL un peu partout. Bref, j'ai conçu cet exercice-là pour justement on puisse s'entraîner et valider avant de se lancer dans notre projet. Maintenant, il va suivre une petite démo de ça. Et si jamais vous ratez la démo, il y a aussi des vidéos que j'ai déjà enregistrées là-dessus. Vous les trouverez sur ma chaîne YouTube, Johan Martinsson. Alors, pourquoi est-ce qu'on va faire quelque chose avec notre code? Alors, on a besoin d'un nouveau REST service. On a déjà un REST service pour une station de ski qui calcule le prix d'un forfait. Maintenant, on veut vendre plusieurs forfaits en même temps, et donc il faut calculer le prix de plusieurs forfaits. Donc on a une application, Leaf Path Pricing, et ça expose un API REST. Il y a une base de données MySQL à laquelle on est accroché. Et pour écrire nos tests, on injecte d'abord des données dans la base. En gros, le prix de base des forfaits. Et puis après, on appelle le REST service et on vérifie le résultat. Donc on aurait pu tout faire à travers le REST API, mais pour un souci de simplicité, je l'ai fait comme ça.